encore un jungle fight absolument exceptionnel avec la princesse Stéphanie en direct de la brasserie de Monaco. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Charlotte du lycée Albert Ier Oui. à Monaco. À Monaco. Donc tu peux répéter la petite question de tout à l'heure Oui, savoir. donc, moi, dans ma famille, il y a 17 ans, il y a quelqu'un qui est mort du sida. Et je voulais savoir, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a pour les malades, pour les traiter, pour les soigner, pour voilà, tout ça. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faut appeler Fightez, déjà, à Monaco. Non, avant d'appeler. Faut pas appeler. Il Faut appeler se faire Stéphanie. dépister, il faut suivre un médecin. La première chose à faire, voilà, c'est le suivi médical, parce qu'aujourd'hui, il existe des traitements. Et tout à l'heure, Lionel nous rappelait le coût d'un traitement. C'est vrai que ça représente une charge, mais une personne qui n'est pas dépistée, donc pas suivie, coûtera beaucoup plus cher à la société si elle n'a pas de traitement. Donc, pour répondre à ta question clairement, une personne, d'abord, elle doit avoir un médecin. Elle sera suivie en fonction de... Le médecin lui proposera un traitement qui sera adapté à elle. Et après, l'important, c'est d'être entouré. On a parlé tout à l'heure de travail, de pouvoir garder le travail jusqu'à ce que la personne puisse travailler grâce au traitement. Aujourd'hui, les personnes vont mieux grâce au traitement. Et avoir un entourage amical, affectif, et entre autres, pouvoir venir à Fightez Monaco ou à d'autres associations où elles pourront trouver des activités. Je crois que le côté affectif, ça a vraiment été prouvé. Bon, moi, j'ai pu le voir que des personnes qui ont très bien vécu l'annonce de leur séropositivité dans le cadre familial ou du travail ou des amis, les traitements, ils les supportent beaucoup mieux que des gens qui sont isolés et seuls avec leurs secrets ou avec leur maladie. Donc ça, je crois que le soutien, ne serait-ce que de l'entourage, c'est très très important. Et évidemment, d'être prise en charge médicalement le plus vite possible, de savoir le plus vite possible. C'est-à-dire que si on attend d'être séropositif 20 ans avant de se mettre sous traitement, c'est sûr que la vie après, c'est beaucoup plus difficile. Donc d'où l'importance du dépistage très tôt et d'une prise en charge médicale. Ça te va, Charlotte, là? Oui, beaucoup. Oui, une autre question? Parfait. Non. Non, c'est bon. Vous parlez du sida avec tes copines ou... Pas beaucoup. On en Pas entend beaucoup. beaucoup parler, mais on n'ose en pas parlez vraiment. pas, Ça ouais. reste vraiment très tabou, quoi. Ça reste tabou, quoi. Oui. Ah ouais. Ouais. Mais même dans ma famille, on n'en parle pas du tout, quoi. On sait D'accord. qu'il est plus là, mais on ne n'en dit pas parle pas. pourquoi. Voilà. Ouais. Est-ce que par exemple, pardon Charlotte de poser la question, tu es à l'âge où la sexualité commence à... Non, elle est trop, non, Stéphane, elle est trop jeune. Non, s'il bah, te je crois plaît. pas. Enfin bon, c'est une question qu'on se pose. Avec les garçons, par exemple, tu leur demandes de mettre un préservatif ou tu... Je pense que pour tout le monde, ça devient un réflexe, quoi. On est... Tu réponds pas à la question, Charlotte. Non, mais mais pas ça elle. devient... non, mais... Je veux pas je veux savoir dire, sa vie personnelle. Non, mais le préservatif, je pense que, surtout pour ma génération, on est né dans l'esprit qu'il faut mettre un préservatif, on en entend toujours parler, et ça devient vraiment un réflexe, quoi. Voilà. Très bien. Ouais, mais ouais. Je ne parlerai pas de ma vie sexuelle. Non, c'est pas là pour ça. Non. À moins que tu vas Stéphane, arrêter. non. Je me permettrai pas. Non, Sans moi non parler de plus. la tienne, Molière. Oh, c'est une catastrophe. Je suis en jachère depuis un long moment. désert. Oui, oui, Hervé. Parmi les jeunes, effectivement, le message est passé. Après, il faut qu'ils l'utilisent réellement, parce que savoir qu'il faut mettre un préservatif, c'est une chose, mais le mettre réellement, l'utiliser, Le passage à l'acte, et tous les sens du terme, oui. l'utiliser réellement et suffisamment longtemps avant de passer le test de dépistage. Parce que chez les jeunes, trop souvent, le préservatif est peut-être utilisé pour le premier rapport, Ouais, on met mais une capote pendant abandonné 15 jours. beaucoup trop tôt. C'est ça, abandonné. 6 semaines. Alors, Pascal Olmeta est avec nous. Bonsoir tout le monde. Normalement, tu parlais pas tout de suite, mais bon, vas-y. Moi, je t'ai rien demandé. Mais c'est vrai, un jeune comme ça, seul ne peut pas y aller. En plus, si on lui demande de payer, il n'ira pas. C'est pris en charge. C'est pris en charge. C'est Mais ça, gratuit. voilà. Est-ce que tous ces jeunes le savent? Est-ce qu'une fois qu'ils se pointent là-bas, il n'y a pas... L'accueil, comment il est? Parce qu'on arrive sur des secrétaires, elles sont tellement cons que ça peut ne pas passer. Ce n'est pas toujours les secrétaires. Pascal Olmeta, monsieur. Pour certains, c'est le cas. Quand on appelle au téléphone, presque on nous envoie chier. Il a raison. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il y avait les urgences pour la nuit ou pour le week-end, et les urgences, c'est vrai que certaines fois, ils sont débordés et ils ne vont peut-être pas passer en priorité une personne qui a pris un risque sexuel. Non, je suis d'accord pour la priorité, mais... Par contre, aller dans un service spécialisé, là, il y a des personnes qui sont formées, la secrétaire les
les accueillera certainement beaucoup mieux, peut-être. J'espère. C'est sûr. Ouais, Parce que nos jeunes ont peur. C'est vrai que la connerie, ils la font et on l'a tous fait. Avant, c'était. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a plus de honte. Oui. Mais je crois qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont peur d'aller aux urgences quand on a, une capote qui a pété. Le tout, c'est d'avoir ce réflexe-là, de réagir le plus tôt possible. Il faut le faire dans les 4 heures, c'est le mieux, les 4 à 6 heures, mais autrement, on a jusqu'à 48 heures. 48 heures dépassées, c'est trop tard. Mais ça, c'est très dangereux. C'est comme la pilule du lendemain, toutes ces choses-là. Je veux dire, le mieux, c'est de se protéger. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents, mais bon, de ne pas partir dans l'optique, oui, bah, je ne mets pas de préservatif. De toute façon, il y a le truc du lendemain, donc je suis tranquille et tout. Non, c'est un traitement lourd, c'est prendre des risques pour rien, quoi. Donc c'est pas, j'aime pas trop qu'on parle de ces choses-là comme au début. Je veux dire que les arrivées de la trithérapie, ça a été mal interprété. On a trouvé un médicament. Qui dit médicament dit guérison. C'est un traitement. On ne guérit pas. Et un traitement lourd. Un traitement lourd, un traitement à vie. Donc les gens ont dit oui, ça y est, un médicament, et beaucoup se sont cachés derrière ça, pensant que c'était comme une angine, on prend des antibiotiques, médicaments une semaine et on est guéri. Non, c'est pas des médicaments et c'est pas des solutions. Les solutions, c'est d'être responsable et de prendre ses responsabilités. C'est sûr qu'il peut y avoir des accidents, mais je pense que même la plupart des jeunes ne vont pas faire la démarche d'aller dans un hôpital ou voir un médecin s'ils ont un accident de préservatif. Ils vont dire ouais, de toute façon, je risque rien. Et puis, voilà. Oui, ils vont pas faire. Et puis, en plus, c'est mieux que le naturel, il n'y a pas. Hein. Pascal Olmeta, vous avez une parole forte, on vous connaît pour ça. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes pour les convaincre de mettre un préservatif? Une parole, une gueule, tout ce que vous voulez. Non, c'est vrai qu'il faudrait laisser parler plus les jeunes, parce que même les plus petits, d'en parler à la maison, parce que quand on parle entre nous, les adultes, ils écoutent. Et des fois, si on n'est pas d'accord sur un truc, eux enregistrent. Mais je voudrais poser une question autour de cette table, parce que la vérité, c'est ce qu'on entend de la bouche des enfants. Si demain, ils découvrent, ces scientifiques, ils découvrent un remède miracle, est-ce qu'ils le diront pour que tout le monde puisse en bénéficier? Bon, le coût serait énorme, mais est-ce qu'ils ne cacheraient pas la vérité? Bertrand Audouin, SIDAction. Moi j'ai un avis là-dessus, qui est que mon avis, qui est que je pense que oui, ce sera dit tout de suite, parce que ça sera une telle découverte, enfin un tel truc pour tout le monde, que oui, ce sera dit tout de suite. Le problème, à mon avis, il est sur l'étape suivante, c'est-à-dire le jour où on sait qu'on a découvert un vaccin, est-ce qu'il y aura des gens qui seront intéressés pour le développer, le vaccin, et pour le produire de manière vraiment industrielle et pour faire en sorte qu'il soit disponible pour tout le monde? Et je pense que la vraie question sur le vaccin, elle se posera comme ça, comme elle s'est posée sur les trithérapies. Quand on a découvert les trithérapies, on les avait en Europe, en Afrique, il n'y avait pas de trithérapie, parce que ça n'intéressait pas les labos. Non, mais voilà, ça n'intéresse pas. Si c'est au-delà, ça n'intéresse personne. Oui. Marie-Angela Bavik-Lerner de l'ONU-SIDA voulait tu voudrais intervenir, Marie-Angela? Elle est toujours là. Bon, oui, tu voulais réagir. Je voulais juste ajouter que si un jour on aura un vaccin, on aura un médicament encore plus performant que la trithérapie, il y aura toujours des organisations, soit les organisations des Nations Unies comme l'ONU-SIDA ou des organisations non gouvernatives qui parleront de ça. Donc c'est pas seulement nous, on suit de très près tous les développement de la recherche un peu partout. Est-ce que vous êtes optimiste, Marie-Angela? On est optimiste. On pensait, ça fait quelques années, on disait dans 10 ans, on aura un vaccin contre le sida. C'est très difficile. On est arrivé à la 3e génération de médicaments dans les pays industrialisés, parce que je voudrais dire, dans les pays du Sud, nous sommes encore à les médicaments de première génération, première ligne. Ça veut dire qu'après un certain temps, ces médicaments ne donnent plus de résultats. Donc c'est pour ça qu'on doit passer en 2e ligne, après encore en 3e ligne. Et pour des gouvernements, je voudrais dire comme par exemple un pays comme le Brésil, qui paye lui-même tous les coûts des médicaments, ça veut dire passer d'un budget de quelques millions à un budget de beaucoup plus de millions pour arriver en 3e génération, parce que les coûts sont énormes. Et ça, c'est donc une question, mais je suis optimiste dans le sens que tant qu'il y a de la recherche, tant qu'on en parle, en plus dans les radios ou dans les médias, il y aura toujours des chercheurs, il y aura toujours quelqu'un qui va découvrir, on espère, quelque chose que ça va servir pour arrêter la pandémie. Pascal Olmeta, mon petit, tu es là, gardien de but de talent, on le connaît, personnalité atypique et surtout grande gueule. Pour ça que les gens t'aiment bien. Hein.
De toute façon, ça ne changera rien, même s'il y en a qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Tu t'en fous. Et vous, Pascal, vous êtes là pour le Columbus Beach Soccer. Alors, comment ça se fait qu'avant l'émission, tu me tutoies, maintenant tu me vois? Ah ben c'est en off. D'un coup, non, ce qui est bien, c'est de rester... Si elle t'a tutoyé, c'est que tu as une ouverture. Hein. Il faut vraiment dire qu'on a vécu ensemble, Pascal, c'est ça? Non, mais c'est vrai, l'essentiel, c'est surtout de se rappeler d'où on vient. Ça, il ne faut jamais oublier parce que c'est très important et il faut. Et tu passes 80% du temps à ton association qui s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. Pour la vie, ouais. Pour les gamins touchés par le cancer. En majorité, c'est des enfants atteints de cancer. Ouais. C'est ça, ouais. On vient en aide aux familles et comme c'est le 8e événement que je réalise ou je mets sur pied, si on peut dire, parce que c'est pas évident à chaque fois d'aller demander, taper aux portes. Comme il disait Stéphane, c'est grâce aux gens connus, on a plus de facilité, plus de portes ouvertes. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que ce soit toujours des gens connus. Il faudrait que tous ensemble, on puisse bouger pour faire avancer ces choses. Oui, tout à fait, oui. Donc ça va se dérouler le 10 et 11 10 et 11 décembre. Décembre au chapiteau de Fontvieille. Donc, je me vois parce qu'il y a Stéphanie qui me regarde, il dit ça y est. Il va dire une connerie. Ah, pas du tout. Hein. C'est au chapiteau de Fontvieille. Vous connaissez bien tous les deux Pascal avec la princesse Stéphanie? Oui, non, on ne s'est pas rencontrés là aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps avec Pascal. C'est vrai? Oui. C'était où, quand? On peut savoir? Du quoi on encore? On peut pas savoir? Ça te regarde pas. D'accord, ça va. On peut peut-être parler du 10 et 11 décembre. Donc, oui, ça serait beaucoup plus intéressant, oui, je crois. Sont des matchs amicaux, hein, non, mais c'est surtout le 10. Bon, l'un des parrains de l'association, c'est Christophe Mahé. Il faut savoir que le 10, il viendra chanter sous le chapiteau avec en ouverture Scheim. Et juste avant, un groupe des jeunes Corses qui chanteront quelques chansons. Ensuite, Cham et puis Christophe Mahé. À chaque fois que je lui ai demandé, il vient bénévolement. Lui, c'est musicien. Et la billetterie, elle est reversée à 100% aux deux associations. La mienne et celle de la princesse. Donc ça se passe le 10, c'est le 10. Et tournoi de beach soccer. Ça, c'est le 11. C'est le samedi 11 après-midi. Et le foot. On peut dire à ceux qui ne connaissent pas le foot de plage. Hein. Foot de plage, oui. On va faire un apport de sable d'une centaine de tonnes grâce à Christine Barca. C'est pas évident d'amener du sable. C'est elle-même, ouais. Ah ben oui, non, avec son petit dos. Il faut pas. C'est vrai que des événements comme ça, c'est une préparation des mois à l'avance, et c'est surtout tous les bénévoles qui sont autour. Il faut vraiment les remercier parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Le beach soccer qui est reconnu par la FIFA maintenant, qui est devenu un sport. Alors avant, c'était un truc. Grâce aux frères et surtout à Eric Cantona. Ouais. Eric Cantona. Et puis, on a été champion d'Europe ici à Monaco. Exactement. Avec Eric, tu le vois de temps en temps, lui? Eric, oui, quelques fois. Et par contre, ceux qui veulent le voir, il sera là le 11 décembre après-midi avec Zidane, avec Abdel Benazi, avec Bernard Laporte, avec le père et le fils Castaldi, avec Samuel Le Bihan, avec beaucoup d'autres personnes. Et tout ça mélangé avec les enfants des associations qui joueront. Et ne pas oublier que c'est la veille de Noël. Tout à fait. C'est surtout un beau cadeau pour les enfants et les personnes qui achèteront leurs billets pour venir eux-mêmes se faire plaisir aux enfants. Il faut savoir que c'est reversé à 100% aux deux assos, c'est un don. Et en même temps, ils passent un bon après-midi de veille de Noël. Un sourire, il reste des places. Il reste des places et vous pouvez réserver encore. Dépêchez-vous. Oui. Alors, tu vas sur le site internet. Oui, sur le site. Sur le site, autrement directement au point de vente habituel, la Fnac ou Ticketnet.